BFM Business, Impact PME l'hebdo, présenté par Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière émission d'Impact PME, en tout cas pour cette année, toujours bien sûr en partenariat avec la CPME et dans la foulée de cette belle journée qui s'est tenue le 5 novembre au Conseil économique, social et environnemental, Impact PME. Pour cette dernière émission, un entrepreneur, deux entrepreneurs, mais en fait un entrepreneur qu'on va mettre encore plus en valeur par rapport à son entreprise, Marine Billard, qui est présidente de Saint-Honoré Cleaning, un autre entrepreneur, Alain Bosetti, qui est notamment, parce que Alain est un vrai serial entrepreneur, président là pour aujourd'hui en tout cas de Silver Economy Expo qui va se tenir dans quelques jours. Et puis Yannick Olivier qui est une forme d'entrepreneur aussi puisqu'il est directeur général d'un gros cabinet de commissariat aux comptes et il représente ici aujourd'hui sa profession puisqu'il est vice-président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Yannick Olivier, merci à tous de m'avoir rejoint. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et on va démarrer ensemble avec vous, Marine, avec cette entreprise Saint-Honoré Cleaning qui est marrante parce que je ne savais même pas que ça existait ce que vous faisiez. C'est-à-dire qu'en fait votre métier existe bien sûr parce que vous êtes globalement dans le métier de rendre les choses plus belles et vous avez choisi un créneau. Alors j'aime bien votre signature We make your place new every day. Et puis votre clientèle, c'est pas n'importe qui parce que ce sont de beaux établissements notamment hôteliers dont vous assurez la maintenance des installations pour que tout soit toujours à la hauteur des attentes de ses clients. Alors l'entreprise en quelques chiffres quand même c'est déjà 85 personnes, oui. Une jolie PME, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, 30 nationalités. Oui. Alors en plus j'adore 348 sourires par semaine, plus le vôtre à l'antenne aujourd'hui. Alors comment est née cette idée en fait? Donc Saint-Honoré Cleaning, je l'ai créé il y a maintenant bientôt 7 ans. Oui. 2013. 31 janvier 2013. Histoire de opportunité. Moi, je viens de la gestion des risques au départ. Mon père était blanchisseur. Oui. Et puis s'est présenté un de ses clients qui souhaitait externaliser la partie du housekeeping, l'hôtellerie luxe. Et voilà. Et j'ai saisi. Et vous aviez envie de créer une entreprise à ce moment-là et vous cherchiez un projet ou bien c'est ça qui a déclenché à la fois l'envie et le thème? Ma première boîte, j'avais 23 ans, après j'avais vendu mes travaux, j'ai intégré une grande société de courtage en assurance. J'en avais marre, j'avais envie de partir. J'ai démissionné. Oui. Alors, fait... avec Alain, on va peut-être en reparler parce que Alain est venu pendant des années dans mon émission. Ouais. L'entreprise BFM, on a essayé de découvrir un petit peu les motivations des entrepreneurs. Et là, c'est intéressant de se dire, vous en avez marre de quoi? Et en fait, vous aviez envie de quoi du coup? Parce que vous en avez marre de votre job avant et vous aviez envie de quoi et que vous avez trouvé avec Saint-Honoré Cleaning? Ouais, effectivement, je souhaitais redevenir entrepreneur. Parce que quand j'avais monté ma première société, à 20, toute jeune, après j'ai voulu faire mes armes. Époque où dans la gestion des risques, c'était après 2008. Les budgets devenaient, c'était les budgets consulting étaient plus du tout une priorité. Donc j'avais l'impression de travailler un peu. Mais c'était pas du salariat dont vous aviez marre, c'était l'activité que vous exerciez à l'époque. Oui. Et alors peut-être que le mot j'en avais marre était pas le bon mot, mais en tout cas j'avais on a le droit de le dire. Et j'avais envie effectivement de recréer. Et donc j'ai eu la chance, d'ailleurs à cette époque-là, mon ancien employeur m'a demandé si j'allais à la concurrence, je lui ai dit non, donc il m'a dit pas de problème, et il m'a accompagné effectivement pour recréer une société. Et pendant 2 mois je cherchais, et là... Et alors, quand vous avez démarré sur cette nouvelle activité un peu par hasard, si je puis dire, vous avez pensé qu'il y avait un marché au point aujourd'hui, vous auriez autant de nationalités, 30 clients de housekeeping, 15 clients en consulting, vous faites aussi du consulting, et puis vous êtes une boîte qui a plein d'innovations. Oui. Alors racontez-nous, c'est quoi l'innovation dans le nettoyage de très beaux hôtels, notamment parisiens? La première, on nettoie sans produit à 80%. Sans produit du tout? Oui, sans produit. Je sais qu'il y a une approche RSE qui est très qui est porteuse de valeur pour vous en fait. En fait, j'ai mis toute la démarche RSE, on fait notamment partie du Global Compact pour être sûr qu'on garde notre feuille de route. Mais comment on fait sans produit quasiment ou avec vapeur sèche ou ozonée. Nous on est à vapeur sèche ou ozonée. Et le vinaigre qui reste un produit, mais en tout cas qui n'est pas un produit ni polluant. On revient vers les produits. J'ai regardé encore hier soir une émission sur les produits d'antan en fait. Et vous les pratiquez ça en fait. Et vapeur sèche ou ozonée, ça c'est effectivement par contre Et comment on grandit dans ce métier? Comment on grandit dans ce métier? C'est hôtel par hôtel? Ouais, et alors déjà moi au départ quand j'ai créé, j'ai eu 2 mois de réflexion en me disant qu'est-ce que je peux apporter à différent. De différent, il fallait que je trouve un peu mon why, la raison d'être. Donc c'était effectivement emmener cette partie sur le secteur de l'hôtellerie, du housekeeping sur une dimension. Ce n'est que de l'hôtellerie vos clients?
Non, période d'attentat aussi, on est allé se diversifier un petit peu, donc travailler avec quelques bureaux et des institutions. Quelles sont les difficultés d'un métier comme le vôtre? Je crois que c'est le recrutement notamment. C'est dur. Je vois que vous disiez, je le répétais, 30 nationalités pour 83 personnes. Ouais. C'est génial. C'est génial, mais c'est compliqué ou pas? Non, non, les nationalités, au contraire, ça apporte une diversité. C'est très précieux. Après, non, compliqué de fidéliser, compliqué d'attirer des talents. C'est un métier sur lequel, nous, depuis le départ, on essaye une de mes raisons d'être, c'était de revaloriser ce métier. D'accord. Donc le revaloriser, ça passe par des innovations, ça passe. Le fameux why, c'est en partie cela. Ouais. Non seulement rendre le monde plus beau, mais aussi revaloriser ce métier. Alors je vois que vos valeurs, c'est l'expertise, l'innovation, la confiance, la discrétion, l'exigence et l'humain. Oui. Ça, c'était écrit avant ou c'est le résultat de la culture actuelle de l'entreprise? Non, tout ça a été écrit au départ et je suis justement contente 6 ans plus tard. Ça n'a pas varié? Non. Comme quoi, la vision, quand elle est bonne, c'est la seule chose qui ne varie pas. Ouais. Et votre atout, avoir une longueur d'avance. Est-ce que c'est pas ça l'atout de toutes les PME aujourd'hui qui réussissent? Et comment on fait dans un métier comme le vôtre qui, globalement, s'est peu réinventé, si je peux me permettre, à part peut-être ce que vous évoquez sur l'absence de produits ou de nouvelles façons plus écologiques? Non, après, on reste un métier très traditionnel. Oui. On reste un métier où, effectivement, recruter est compliqué. Il faut donner envie. 3 temps d'avance, c'est quels sont les besoins de nos clients demain? Effectivement, être RSE, être s'aligner avec les lois qui vont venir. Et ce 3 temps d'avance, c'est se préoccuper de ces équipes et de quoi ils ont envie, de quoi ils ont besoin, notamment de nos clients, pour s'assurer que ça matche. Alors dans votre vie, il y a un expert comptable et un CAC. Oui. C'est votre CAC. Vous avez un expert comptable et un commissaire aux comptes, alors que votre taille ne le justifierait pas forcément. On va peut-être y venir après, mais je vais peut-être me tourner vers Yannick Olivier, qui représente aujourd'hui cette profession des experts comptables, des commissaires aux comptes, pardonnez-moi, qui a quand même été secoué par la loi Pacte et par une obligation de réduire finalement, de voir finalement de manière contrainte se réduire son périmètre. Racontez-nous comment votre profession a vécu cela et aujourd'hui comment évolue du coup le métier de commissaire aux comptes. Et comment allez-vous trouver des solutions pour grandir et notamment évidemment survivre mais grandir malgré tout? Alors comment on l'a vécu? On l'a vécu de façon effectivement extrêmement... C'est un choc, hein? Oui, c'était un choc assez violent. Tout d'abord, au-delà du résultat, c'est-à-dire d'un relèvement des seuils, c'est-à-dire de remonter l'obligation à un certain niveau. On rappelle à quel niveau ils étaient, où ils sont passés? C'est un peu compliqué parce que en fait, il y a une version light. Version light, parce qu'il y avait, en fait, vous aviez une foultitude de seuils relatifs plus ou moins bas, et puis de critères, notamment le fait d'une entreprise soit détenue par une autre, détenue faisait qu'on avait l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Et là aujourd'hui, tout a été homogénéisé et on a un niveau de seuil qui a été fixé et qui est tel que en gros, sur 220 000 mandats aujourd'hui de commissaires aux comptes qu'il y avait, il y en a près de 153 000 qui sont menacés. Une grosse moitié, quasiment. Une grosse moitié. Une grosse, oui, d'accord. Menacés. Menacés. Et pas forcément parce qu'on peut les conserver. C'est ça, je dis menacés parce que, par exemple, là, on a un bon exemple, c'est quelqu'un qui... Elle était déjà embarquée, donc elle doit rester embarquée le temps de son mandat qui est de 6 ans, je crois, c'est ça? C'est ça. Mais autrement, si demain... elle peut sortir, elle pourra le faire, mais elle peut aussi choisir de rester parce que vous lui serez utile. C'est ça, l'idée, c'est que au-delà du texte qui finalement relève l'obligation, ce qui a été extrêmement positif, c'est qu'on est allé rencontrer les entrepreneurs. On a dit, mais attendez, vous de votre fenêtre, en dehors de la loi, quelle perception vous avez des commissaires aux comptes et de leur utilité? Parce que, à travers cette loi, il y a eu finalement une sorte d'interrogation. Enfin, certains ont essayé de remettre en cause l'utilité du commissaire aux comptes. Et ça, c'est ça qui a le plus, je dirais, meurtri la profession. Oui. C'est qu'au-delà d'une réflexion... Elle est fière de ce qu'elle faisait, en fait. Sur ce seuil, elle est fière de ce qu'elle fait et surtout, elle est fière de la relation privilégiée qu'elle a avec ses clients, qu'elle a avec les acteurs économiques dans ce pays. Et en fait, vous nous avez envoyé un message extrêmement positif, parce qu'on a mené des études de marché, on a travaillé avec les entrepreneurs qui nous ont dit, mais nous, on a besoin de vous. On a besoin de vous parce que finalement, on a des risques au quotidien. Vous évoquiez tout à l'heure avoir une longueur d'avance. Ça veut dire effectivement suivre un peu les textes, être sûr qu'on les respecte, être sûr qu'on les comprend bien. Et cette volonté aussi de maîtriser ces risques et donc d'avoir autour de soi un partenaire qui a un regard extérieur, qui est capable de dire attention là, danger, attention là, il y a des risques et quel est le niveau de risque. Nous sommes comme les experts de l'identification, de l'évaluation des risques et on partage avec nos dirigeants d'entreprise, nos clients, ces enjeux-là. Et c'est par ce partage-là qu'on les aide à avancer et à grandir face aux enjeux. Vous évoquez une croissance rapide. Oui, il faut aussi gérer tout ce qu'il y a autour de cette croissance rapide et il y a besoin d'experts comptables, de conseils. Donc, justement, Yannick Olivier, expliquez-moi ou expliquez-nous, surtout à nos auditeurs qui n'ont qu'un expert comptable aujourd'hui, qui n'ont pas d'obligation a priori
avoir un commissariat aux comptes. Ce qu'il apporte en plus, vous évoquez beaucoup la notion de risque, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quels sont et notamment les territoires que vous avez découverts comme pouvant être développés avec ces rencontres avec vos clients, en fait? Alors, en fait, ce qui va apporter d'autre, c'est que l'expert comptable, c'est vraiment le partenaire du quotidien, c'est celui qui va réaliser. Il va vraiment être dans le conseil, lui. Il va vraiment au quotidien avec l'entrepreneur, il va l'aider à construire un certain nombre de montages juridiques, financiers, comptables. L'expert comptable, c'est le regard extérieur. C'est celui qui va être capable de regarder les process et dire attention, force, faiblesse, et voilà ce que vous devriez, vers vous devriez aller. C'est celui qui va dire moi je partage avec vous telle ou telle approche de risque, mais au contraire sur tel sujet, non, là attention, vous n'avez pas assez mis en place des procédures, vous ne faites pas assez attention à tel risque, donc vous engagez votre entreprise et son avenir et sa pérennité. Donc ce qu'on va apporter nous, c'est vraiment ce regard extérieur. Et puis un point qui est intéressant et important, c'est la confiance. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. C'est parmi vos valeurs. Alors, je bois du petit lait quand j'entends ça, parce que ce qui va faire qu'une entreprise va pouvoir continuer à croître, va pouvoir continuer à évoluer, c'est que ses partenaires, ses salariés, ses donneurs d'ordre soient en confiance. La relation de confiance que vous attendez entre vous et vos clients, elle est importante, et nous, on est les acteurs de la confiance. Depuis toujours, le commissaire aux comptes, c'est celui, parce qu'il certifie les comptes, mais aussi parce qu'il va, demain, avec sa loi PAC, pouvoir attester un certain nombre d'éléments, des éléments qui sont financiers, mais parfois pas uniquement financiers, aussi extra-financiers. On parlait d'éléments de RSE. Le fait de dire, regardez, je vous donne de l'information, mais vous voyez, cette information, elle est validée, elle a la marque, le CAC, qui fait qu'elle emporte un niveau de confiance, qui fait que les acteurs qui vont lire les informations sur l'entreprise vont se dire, ah oui, là, je peux avoir confiance dans cette entreprise. Marie Milliard, vous validez cette complémentarité entre votre expert comptable et votre CAC, parce que vous l'appelez comme ça? Oui, pour moi, j'ai mis en place le CAC, c'était la limite légale, donc c'était obligatoire. Aujourd'hui, si j'avais le choix, non, je le garderais. Vous l'aurez dans quelques années. Je l'aurai. Bonne nouvelle, Yannick, on va vous garder. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est comme je dis, c'est deux médecins. J'ai deux avis. Et mon CAC, pour moi, me sécurise. C'est-à-dire que une entreprise en croissance, à un moment donné, on peut pas tout savoir. Et l'idée, c'est d'être bien entouré et d'avoir les meilleurs. Vous découvrez de nouveaux challenges en permanence. Voilà. Et donc là, je me dis que j'ai un guide, j'ai un repère. Et puis, à un moment, quand on veut grandir, holding, pas holding, on peut poser la question au comptable, à l'expert comptable, au CAC, comment ça structure, quels sont mes risques, mes opportunités, mes fragilités. C'est vrai que Saint-Honoré Cleaning, c'est que la boîte soit en pleine forme. Donc, voilà, et Saint-Honoré Cleaning a de l'ambition. Alors, Alain Bosetti, vous êtes vous aussi entrepreneur, notamment président de Silver Economy Expo. D'abord, je crois que vous avez un CAC également, oui, exactement. Commissaire aux comptes par rapport à vos différentes sociétés. Depuis la création. Vous validez cette complémentarité entre les deux métiers? On en reparlera avec notre expert comptable et notre CAC. Et puis notre CAC, en plus, il a un nom précis, il s'appelle Acier, donc j'appelle l'homme de fer, et c'est rassurant d'avoir un homme de fer à ses côtés. Absolument. Alors, on va parler de Silver Economy, parce que dans quelques jours, du 26 au 27 novembre, il y a cet événement que vous avez créé dans votre agence, puisque vous êtes aussi créateur de salon, au salon de la micro-entreprise et d'autres. C'est un salon pour les pros, et c'est un salon qui est quand même sur un terrain dont tout le monde parle. Oui, à la fois le vieillissement de la population, la dépendance. Oui, c'est. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce salon? Et parlez-nous un peu, parce que c'est votre création en tant qu'entrepreneur, ce salon. Ce marché change beaucoup. Racontez-nous les grands enjeux de cette On l'a créé en 2013. En fait, c'est un salon sur l'obsolescence programmée. Mais pas n'importe laquelle, il s'agit de la nôtre, parce que vieillir c'est naturel, et quand on devient vieux, on entre d'abord dans l'âge des fragilités, après dans l'âge des incapacités. Et ce salon, il propose des solutions pour retarder l'âge d'entrée dans les fragilités, puis après encore celui des incapacités. Il faut savoir que... Il y a une différence entre fragilité et incapacité. Ah oui, bien sûr, quand on parle des seniors... Combien d'années d'ailleurs? Combien d'années sommes-nous fragiles avant de je vais vous dire, en fait, quand on regarde les seniors, on dit qu'il y a 3 types de seniors. Les seniors en bonne santé, en forme, fragiles et dépendants. Oui. Tant qu'on est fragile, c'est réversible. Quand on rentre en dépendance, on ne peut pas. La dépendance peut être liée à la motricité, puis cognitive, etc. Oui. Et donc, le salon offre des solutions pour prévenir et puis pour accompagner. Donc, dans quel domaine? Par exemple, la surveillance du domicile, l'accompagnement au domicile, la facilité de stimuler cognitivement ou la motricité, le lien social. On parle beaucoup de lien social avec la famille. Toutes les solutions, toutes les iPads à roulettes, toutes les tablettes à roulettes qui permettent de faire facilement un Skype avec un petit enfant qui est un petit-fils, une petite fille qui est l'aide aux aidants, on parle beaucoup des aidants. Les aidants, 11 millions d'invisibles. Magistral dans les familles françaises. 11 millions de Français sont des aidants. 11 millions. Il y a 1 sur 6. Enfin, même pas, beaucoup plus si on prend les adultes. Exactement. Et donc on dit que ce sont des invisibles parce qu'on n'en parle pas. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils donnent? Bien sûr, c'est l'équivalent de plusieurs points de PIB. Et donc, dans ce salon, il y a toutes les solutions pour accompagner
accompagner les professionnels qui servent les seniors au quotidien. C'est un mélange d'économie, de technologie. On parle big data, intelligence artificielle. Voilà, j'allais vous demander, j'ai vu qu'il y avait un village des startups dans le salon. J'ai vu une vingtaine de startups. Plus, on a 60 startups. 60 startups. C'est une évolution depuis la création du salon. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui essaient de réinventer j'allais dire ce marché, ce qui n'est pas un bon terme parce que c'est le mettre dans l'économie stricte, mais c'est aussi un marché finalement qui devient de plus en plus important au plan. Est-ce qu'on a des chiffres un peu que ça pèse ? En fait, ça pèse, c'est simple, ça pèse près, aujourd'hui, entre 350 et 500 millions d'euros. Les services. De services et de produits. C'est quand même pas mal. C'est considérable. Et après, vous avez des acteurs traditionnels, comme la Poste, comme la CNAV, comme la CNSA, comme les associations, comme Legrand, qui est présent également, qui sécurise, qui optimise, qui domotise le domicile. Et puis les startups arrivent en masse parce que créer dans ce secteur-là, c'est concilier de la technologie et l'utilité. Vous parliez de sens tout à l'heure. Les jeunes start-upers veulent donner du sens à leur action. Et là, on peut le faire. Et souvent, ça part d'une histoire individuelle. Mes grands-parents, ma grand-mère, ma grande-tante avaient ceci. Il n'y avait pas de solution, je l'ai créé. Ouais, donc, ça c'est l'histoire de l'entrepreneuriat. Par exemple, on a plusieurs exposants qui font de la réalité virtuelle pour permettre d'une part de réaccompagner dans le cadre d'un parcours de soins et de parcours de santé qu'un senior qui revient chez lui, par exemple, le réhabituer à marcher, etc., mais aussi à voyager, et on peut le faire soit chez soi, soit dans des maisons de retraite ou résidences seniors. Il y a également tout ce qui va être sécurisation du domicile. En dispositif individuel ou dans l'appartement ou la maison. Et Alain Bosetti, c'est un salon, je le disais, réservé aux pros. Pourquoi uniquement les pros ? Alors on a Silver Economy Expo. C'est pas un salon pour les seniors au sens large qui veulent chercher la nouvelle randonnée, le voyage, etc. D'accord. Ou la nouvelle fauteuil roulant. Exactement. On est vraiment centré sur les services et technologies pour les pros. Et il est organisé conjointement un salon qui est à la fois professionnel et grand public. Le salon des services à la personne. Absolument. Voilà. Et là, effectivement, il y a du grand public qui a cherché une nounou, une aide à domicile ou un coach sportif, des intervenants qui viennent chercher du boulot, et puis des pros qui viennent trouver des solutions pour mieux se gérer. Vous parliez tout à l'heure de difficultés de recrutement dans votre secteur. Il y a aujourd'hui dans les services à la personne 63 000 postes CDI hors saisonniers à pourvoir. 63 000 postes. Et dans la moyenne française, quand on prend tout secteur confondu, études, besoin de main-d'œuvre de Pôle emploi, il y a, en moyenne, c'est 50% de postes difficiles à pourvoir. Dans le secteur des services à la personne, donc des services rendus au domicile, 84% des postes sont compliqués à pourvoir. Alors, il est difficile à pourvoir parce que le métier est compliqué. Est-ce qu'il n'est pas assez attractif ? Parce que ça me pose aussi la question de métiers que vous faites. L'entretien, le nettoyage sont des métiers qui, a priori, sont un peu dévalorisés. Ouais. Et comment on fait pour revaloriser un métier quand on attaque et qu'on est entrepreneur comme le vôtre ? Un métier comme le vôtre. Justement, on cherche des innovations. Les innovations, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a mis en place, c'est se préoccuper de nos équipes, faciliter le travail. On intervient dans des lieux où effectivement, sans nos équipes, les hôtels ne tourneraient pas. Et donc, c'est reprendre le temps de le dire à nos équipes, en fait. Marine Billard, je vous pose une question, pardonnez-moi de les interrompre. Le fait qu'ils interviennent dans des établissements prestigieux, qui sont valorisants, est-ce que c'est valorisant pour eux aussi ou pas ? Oui. Pour certains, bien sûr. Et puis, on leur dit aussi, en fait, que c'est important. On prend le temps. Le fait d'externaliser, c'est-à-dire que nous, on est dédié 100% à ces équipes housekeeping et qu'on doit, on fait le nécessaire pour qu'ils prennent conscience de l'importance et qu'ils soient valorisés. Mais c'est pas si simple. Mais il y a quand même des difficultés de recrutement. Bien sûr, moi parfois. Ça peut être un frein au développement. J'ai eu une dizaine de postes à pourvoir. On est là avec Pôle Emploi. On essaye de trouver la formule. Actuellement, vous avez 10 postes. Et il n'y a pas où les gens. Ce sont des jobs qui nécessitent d'être formés ou bien vous les formez, les gens que vous recrutez ? Non, nous, parce que vous avez des méthodes particulières, donc j'imagine. Oui, on a nos méthodes, mais surtout, on préfère aujourd'hui recruter des gens qui ont une ADN, qui ont une envie, qui ont un savoir. Voilà. Après, former sur notre métier, c'est pas très compliqué. Ouais. Yannick Olivier, dans le métier de commissariat aux comptes, on voit tous les secteurs d'activité. Est-ce qu'il y en a que vous sentez quand même beaucoup plus tendus, d'autres qui sont effectivement plus, on va dire, booming parmi vous ? Quels sont où est-ce que ça va bien, où est-ce que ça va pas bien dans vos clients aujourd'hui ? Difficile à dire, c'est extrêmement variable. Je crois que, d'un secteur à un autre, d'une période à une autre, alors effectivement, on voit que ça reprend en certains domaines. Tous sont sous tension en termes de recrutement, parce qu'on entend beaucoup ça. Parmi vos clients, vous la entendez très ça ? grande majorité sont sous tension. Ils sont sous tension parce qu'on est de plus en plus en recherche
de personnel qui donc techniques, qui ont des compétences techniques, mais aussi qui ont de plus en plus aussi de compétences comportementales. Les fameux soft skills dont on a parlé de ça. C'est sorti vraiment dans toutes ces émissions Impact PME systématiquement. Et donc versus les hard skills qui sont quand même de moins en moins importants. En tout cas, pas prioritaires uniquement aujourd'hui. Et je crois que l'autre souci, c'est aussi que les entreprises commencent à changer aussi leur façon de recruter et de vendre, entre parenthèses, leur attractivité. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, la technicité prenait le pas. Vous parliez de formation tout à l'heure en demandant à madame si effectivement la formation était importante en préalable. Je crois que c'est plus ce qu'on recherche aujourd'hui. Si on veut vraiment rentrer dans une dynamique d'attractivité, il faut d'abord leur donner du sens dans ce qu'ils vont faire et des valeurs. Autre thème qui apparemment a été traité en permanence, y compris la journée d'Impact PME que nous avons. En étant RSE, en disant voilà, demain vous allez travailler dans une entreprise qui va prendre des produits qui sont non polluants, qui sont non agressifs, etc. Et au-delà du travail qu'ils vont faire, ils ont l'impression de participer à un sujet sociétal. Et je crois que tous les secteurs d'activité sont partagés. Moi, je travaille aussi bien je travaille avec des clients qui sont aussi bien dans le domaine industriel que dans le domaine d'ailleurs du médico-social, du sanitaire, de l'aide aux aidants. On voit bien que dans tous ces métiers-là, on a beaucoup de mal à recruter parce que il y a déjà un manque naturel de candidats et aussi parce que la sélection est extrêmement forte. Ils sont très sélectifs. Et s'ils restent, et si on veut les faire rester, il faut justement continuer à faire vivre tout ce qu'on vient d'évoquer là. C'est pas que du discours. Il faut que quand ils arrivent dans l'entreprise, aient le sentiment justement dans une structure dans laquelle il y a du sens et que ce sens ait une réalité opérationnelle. Et donc la technicité. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Voilà, exactement. Je crois que c'est fondamental. Et nous aussi, dans notre secteur, de quoi ça compte, on travaille sur notre activité aussi. J'allais vous dire aussi que vous êtes quand même assez challengé par l'intelligence artificielle et que les soft skills vont prendre une importance majeure dans les métiers du conseil, des avocats. Enfin, tous ces métiers sont challengés quand même. Ils doivent repenser un petit peu les compétences. En fait. Alors à la fois, c'est une opportunité. Bien sûr. Je pense que ça nous apporte dans nos métiers, et je crois que dans tous les métiers, beaucoup plus de diversité dans les profils qui intègrent nos cabinets. Et donc plus on a de diversité, plus c'est riche. Et je crois que c'est intéressant aujourd'hui d'avoir de plus en plus d'ingénieurs, de profils commerciaux, de divers et pas uniquement des techniciens. Et je crois que c'est ce qu'attendent aussi les acteurs économiques. Alain Bosetti, le salon existe depuis 6 ans, on disait. 2013, oui. 2013. Vous ressentez justement que cette espèce de vague massive de ce marché de la silver economy, on le retrouve dans le salon par un nombre croissant de visiteurs, par un nombre croissant on avait une trentaine d'exposants il y a en 2013. C'était le premier en fait. C'était le premier. Et on l'a créé à l'initiative des équipes de Michel Delaunay et Arnaud Montebourg, qui nous avaient dit on n'est pas sûr d'être encore là très longtemps. Ils étaient visionnaires d'ailleurs. Sur ce coup-là, et créer un événement pour pouvoir pérenniser cela. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis on a plus d'une centaine aujourd'hui. Oui, on le ressent. Et puis on voit surtout les nombres d'innovations. On a créé la Silver Academy, qui est un concours de start-up. Qui sera là le 26 au 27. Exactement, le 27 après-midi. 4 finalistes. Les 4 finalistes. Vous les avez en tête? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans la stimulation cognitive, course. Et les courses ou la course? Non, faire les courses ou faire la course. Et puis les deux autres, j'ai pas les 4 en tête. Il y a beaucoup de techno là-dedans? Beaucoup, oui, beaucoup. Mais en fait, c'est un mélange. En fait, c'est un mélange de techno pur. D'accord, par exemple, objets connectés, et puis des plateformes de mise en relation de personnes qui veulent faire des seniors, des gens qui veulent faire des courses. Le lien social, l'interaction entre l'humain et la techno est fondamentale. C'est pas, on s'occupe de nos grands-parents, nos parents, puis de nous demain. On parle pas de la maintenance de ces magnifiques bureaux ici. Absolument, ils sont beaux, enfin ils sont juste bien quand même. Voilà. On est tout bien, mais on a juste ce qu'il faut pour bosser. Marine Billard, on va peut-être pas terminer ensemble, mais il nous reste un peu moins de 3 minutes. Comment peut grandir une entreprise comme la vôtre? Est-ce qu'elle peut rester sur ce seul créneau? Je citais en permanence ces beaux établissements prestigieux, des palaces, des hôtels. Comment est-ce que vous évoquiez des réflexions que vous menez avec votre CAC sur la croissance, sur des sociétés de holding, sur... Demain, c'est quoi Saint-Honoré Cleaning dans vos rêves les plus fous? Demain, c'est d'avoir d'autres clients dans le secteur de l'hôtellerie. De l'hôtellerie, il y a encore, on a envie d'aller là. On a développé une nouvelle niche, un marché sur une nouvelle niche qui est le nettoyage des lustres en hauteur. Ah, j'ai adoré ça. Parce qu'il y en a pas beaucoup. Je me suis souvent demandé comment on nettoie des lustres, ils ont trouvé la solution. C'est un client qui nous a demandé au départ, on dit non, on peut pas faire, il faut aller à 12 mètres. Et puis en fait, on trouve les partenaires, on réfléchit. On va vraiment à 12 mètres ou on fait descendre le lustre? Non, on va vraiment à 12 mètres. On va vraiment à 12 mètres. Donc voilà, donc ça, j'ai créé ça, on a démarré au mois d'octobre. C'est intervenir en province. Aujourd'hui, on est à Reims et à Lyon. Donc au départ, effectivement, sous-traitante, on dit on peut pas, les équipes un peu à distance, mais en fait, pareil, d'en fidéliser et croître, c'est faire confiance à nos collègues, collaborateurs et délégués. Donc ça, c'est assez sympa. C'est développer la partie conseil. Auprès de qui?
Auprès des hôteliers qui auront leurs équipes en interne, et nous on peut les accompagner à s'assurer que leur département est bien housekeeping est bien optimisé. Et là on peut aller partout dans le monde. Quelle est la plus grande différence entre votre vie de salarié d'avant et votre vie d'entrepreneur d'aujourd'hui? Je reviens sur mes questions de l'entreprise BFM, mais ça me manque. Aujourd'hui j'ai une très grande liberté. Après, il y a effectivement un certain nombre de contraintes en étant entrepreneur, certaines inquiétudes. La plus grande d'entre elles, c'est quoi la plus forte contrainte du métier d'entrepreneur? C'est que moi, je me dis qu'en 6 mois, tout peut s'effondrer. Mais c'est là où je suis entourée de 2 choses, du CJD et de l'IME, qui nous permettent, pour moi, de... Alors, merci au fondateur de CJD, merci à Dominique Restineau avec cette IME qui accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Je vous ai vu réagir, Alain, quand tout s'effondrait en une semaine, en une journée, ça peut arriver. Est-ce que l'entrepreneur que vous êtes depuis qu'il existe et qu'il a créé plein de boîtes se pose cette question de temps en temps? Oui, ça fait 25 ans que je suis entrepreneur et on marche sur une crête, mais je regarde jamais dans le vide parce qu'il faut toujours être très, très lucide, avoir conscience que ça peut s'effondrer. Mais si je devais marcher en regardant le vide en permanence, je crois que je tomberais dedans. Donc je suis toujours orienté solution. Et ben voilà, c'est la bonne approche, quels que soient nos invités. Merci à tous les 3. Merci Marine Billard, présidente de Saint-Honoré Cleaning. Merci Alain Bosetti, président de Silver Economy Expo, entre autres, du 26 au 27 novembre prochain. Porte de Versailles. Merci Yannick Olivier, directeur général quand même d'un cabinet de 1600 membres et commissaires aux comptes. C'est la fin de cette dernière émission d'Impact PME, en tout cas pour 2019. J'espère qu'on se retrouvera l'an prochain. En tout cas, ce sera un plaisir de vous retrouver sur BFM Business. En attendant, très bonne fin de journée et à bientôt. Ciao.